Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron avec vous comme d'habitude pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo qui aide à mieux faire connaître et à partager les différentes composantes culturelles de notre francophonie ontarienne. En vrai, plus simplement, je vais juste aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté et ensemble, on va parler de leur pays ou de leur région d'origine, de leur culture qui leur est propre et surtout de comment on arrive à vivre pleinement sa francophonie quand on est ici à Toronto. Aujourd'hui, avec moi, j'ai la chance d'avoir Mélanie Anthony. Comment ça va, Mélanie, aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. On Moi va aussi. parler d'un endroit sublime en plus, l'île Maurice, parce que c'est là d'où tu viens. Oui. Mais avant de parler de ce magnifique endroit, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore? Oui, bien sûr. Je suis Mélanie Anthony. Je suis originaire de Maurice, comme tu l'as dit. Je travaille en marketing et communication et réseautage professionnel. Donc, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans ce domaine. Et à côté, j'ai plein de passions. Donc, je fais beaucoup de cinéma, de théâtre, d'écriture aussi, de scénario. Et j'adore l'événementiel. Donc, je vais à beaucoup d'événements, mais j'en organise aussi. Et j'ai fondé le réseau social, un club social en fait pour les femmes qui s'appelle le Ladies Foodies Club. Donc traduit les femmes qui aiment manger. On adore. Et on fait des rencontres tous les mois. Donc c'est un peu tout ce que je fais. Et j'espère organiser encore plus d'événements maintenant que voilà, je suis en train de faire un peu plus de stratégie de qu'est-ce qui va se passer après. Ok, bah moi je veux bien être invitée à ces trucs de foodies là. Bah oui, Moi, j'aime tous bien les mois. manger aussi. Hein. Tous les mois. Ce mois-ci, on est au restaurant Rhapsody le 26 juin et c'est déjà sold out. On est à 26 personnes. Wow. Donc normalement, on a entre 20 et 27 personnes, dépendant des restos. Ouais, du lieu, et ouais. c'est tous les mois un nouveau resto, donc on a l'occasion de goûter à plusieurs cuisines du monde, parce que le monde entier est à Toronto. C'est vrai. Et voilà. Et ça fait 2 ans qu'on le fait, et j'ai une collaboratrice sur le projet qui s'appelle Coralie Dondas, et qui fait la partie où on amène une conférencière qui s'appelle When Women Know. Waouh, une vraie femme d'affaires, on adore. Yes. Si on devait parler justement de ta culture mauricienne, qu'est-ce que tu penses que tu as ramené avec toi ici dans ta valise? Toi, ça fait déjà un petit bout que tu es déjà ici à Toronto, mais on ramène toujours un petit peu de soi. Tu vois, avant qu'on commence cette interview, je t'ai dit, quoi qu'il arrive, moi, je serai toujours parisienne parce que mon attitude, la façon dont je parle, ou plein de trucs, tu vois, il y a plein de trucs que je sais que je les ai ramenés dans ma valise, coûte que coûte, ça m'a suivi, en fait. Si toi, tu devais te projeter à ce truc-là, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu penses surtout avoir ramené avec toi de ta culture mauricienne en venant ici? Je pense que les Mauriciens ont la bonne humeur, ils ont le sens de l'hospitalité et le sens de la famille, de la communauté, en fait. Ça me fait toujours un peu d'émotion parce que, en fait, on essaie toujours de recréer une version de la maison dans un nouveau pays. Et du coup, ça peut être compliqué, ça peut être plus facile. Et moi, en fait, ce que j'essaye, c'est vraiment de faire que j'ai toujours une communauté à côté de moi et que je me sente à l'aise, que je me sente capable d'être spontanée, de rester qui je suis, mais aussi d'être gentille, d'être toujours avoir ce sens d'hospitalité avec d'autres personnes. Donc, par exemple, les gens qui sont autour de moi, ils savent que j'aurai toujours à cœur leur bien-être. Et c'est ça que j'essaie d'intégrer dans ma vie de tous les jours. Alors, on a parlé un petit peu de ce que tu as ramené de ta culture mauricienne ici en venant.
Mais maintenant, de quoi, si tu fais un peu genre le recul et tout, de quoi tu es le plus nostalgique par rapport à Maurice? Tu vois, tu disais que dans la culture mauricienne, les gens, ils sont hyper bienveillants, toujours le cœur sur la main et tout et tout. Est-ce que c'est des choses dont tu es nostalgique ou il y a peut-être des trucs qui sont encore plus importants pour toi dont tu es nostalgique aussi? Je pense que quand on est séparé de sa famille, on est le plus nostalgique de sa famille. Donc moi, franchement, c'est ça dont je suis le plus nostalgique. Ma mère, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousines, mes oncles et tantes. C'est toujours des grandes fêtes pour certaines célébrations et tout ça. Mais je pense aussi, je suis très nostalgique des couchers du soleil, de la plage, de mes amis, parce que on peut faire des plans très spontanés à Maurice où, si je veux aller à la plage, même en soirée, j'appelle quelques copines et puis on se fait un petit pique-nique en fin d'après-midi, c'est possible, le dimanche. Donc, tout ça, ouais, ça me manque. Ouais, c'est vrai qu'au Canada, est-ce que c'est parce que c'est le Canada et que c'est un peu différent la façon dont on s'organise, ou est-ce que c'est aussi parce qu'on prend un peu d'âge et que quand on prend un peu d'âge, on organise ses journées un peu différemment, donc la spontanéité, elle prend peut-être moins de place? Je pense que c'est les deux. D'être au Canada, c'est vrai que les gens, ils ont des calendriers hyper bookés et si tu leur dis pas en avance 2-3 semaines, peut-être qu'ils ont autre chose à faire. Surtout là, en période d'été, on sait que il y a toujours tout un le milliard de monde, choses à voilà, faire, ouais. Tout le monde est dehors, tout le monde a des trucs à faire, les barbecues et tout ça. Mais c'est aussi le côté, oui, on vieillit. J'ai la chance, moi, d'avoir quand même la possibilité d'avoir des gens. Je suis bien entourée, donc toujours autour de moi, qui s'intéressent à moi et qui veulent savoir ce que je fais, où je suis. D'ailleurs, j'ai une chaîne WhatsApp qui s'appelle « Où est Mélanie ?» Parce que les gens me demandent toujours où je suis, qu'est-ce que je fais. Et donc, j'ai la possibilité de pouvoir faire des plans spontanés avec des gens que je connais, des amis que je connais. Mais je vois qu'il y a un peu moins de spontanéité peut-être dans les plans ou dans les choses. C'est juste, en fait, suivre son humeur et être un peu plus aller dans avec le rythme, flow. voilà, Ouais. avec le flow et tout ça. Et donc, si j'ai envie d'aller faire une randonnée montagne, je vais faire ça. C'est beaucoup plus accessible quelque part et aussi de connecter avec les gens. Bien sûr, il y a autant de gens occupés à Maurice. Il y a plein qui ont des enfants, des familles et tout. Mais c'est juste la mentalité un peu plus À la accessible, ouais, un peu plus, voilà. Je comprends et je rejoins un petit peu ce que tu dis. Et je trouve que la spontanéité, le fait d'être spontané avec ses proches, je trouve que ça enlève de la charge mentale. Parce que tu vois, tu disais ici, on a souvent un emploi du temps très serré et tout. Nous, on se côtoie dans la vie, dans nos vies privées aussi. Et c'est pas simple. Mhm. Genre, il y a des moments où on va pas se voir pendant super longtemps Voilà. parce qu'on a toujours des trucs à faire et tout. Et je trouve que, en tout cas, l'été, moi, je trouve que ça retire un petit peu de cette charge mentale Ouais. qu'on a parce que tu as un emploi du temps de travail, tu as un emploi du temps peut-être avec ton club ou ton association sportive ou culturelle, indépendamment de ce qu'on fait à côté, tu vois. Plus après, on a un emploi du temps avec nos amis, donc ça fait quand même genre plutôt 3 emplois du temps en permanence qu'on a en tête et tout. Et je trouve que l'été, on a moins besoin de faire des réservations à droite, à gauche, donc tu peux juste retrouver tes amis dans un parc. Et je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais je trouve que l'été, en tout cas ici, on enlève un petit peu de cette charge mentale et on est un tout petit peu plus spontané l'été. Oui, je te rejoins dessus parce que c'est vrai que l'été, les gens sortent beaucoup plus à Toronto qu'en hiver. Ils sont un peu en hibernation en hiver. Et il faut peut-être essayer de sortir des gens de chez eux. Ouais, mais c'est pas ça. Voilà. Donc l'été, c'est vrai que les gens sont un peu plus ouverts, un peu plus spontanés. Donc ça, vraiment, ça enlève la charge mentale. Moi, j'essaye de vraiment être organisée parce que je veux tellement faire de choses. Donc, mon calendrier est toujours occupé, été comme hiver. Mais c'est vrai que là, j'ai la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de gens et des gens sont un peu plus spontanés. Voilà. Elle ressemble à quoi, Mélanie, la communauté mauricienne ici à Toronto? Est-ce qu'elle est
un seul endroit ou elle a plutôt tendance à être un peu éparpillée? Est-ce que elle est active? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Ben, je pense qu'il y a différentes communautés mauriciennes aussi. Donc, il y a beaucoup de Mauriciens au Canada. Ils sont dans plusieurs provinces du Canada. Donc, du Québec, en passant par l'Ontario, en passant par Calgary. Il y en a même à Saskatchewan, même s'il fait super froid comparé au soleil de Maurice. En fait, les Mauriciens vont là où il y a du travail, là où ils peuvent se créer une communauté, un endroit pour s'adapter. Et du coup, ils se font des amis, ils sont actifs à certains niveaux. Donc, moi, je sais qu'il y a des fêtes pour l'indépendance de Maurice. Je sais qu'il y a des fêtes pour certaines célébrations comme le Diwali ou la fête chinoise. Mais oui, c'est vrai que Maurice, c'est un peu le cœur de plein de cultures parce que c'est un gros mix, un gros melting pot pour parler du bon français. Mais c'est ça, il y a vraiment des cultures qui viennent de partout, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a la chance, en fait, à Maurice, d'avoir ce côté multiculturel comme que tu parles. Donc, on a des ancêtres qui sont indo-mauriciens, ils sont originaires de Chine, ils sont originaires de plusieurs endroits en Europe aussi. On a eu des ancêtres qui ont souffert de l'esclavage. Donc, on a ce melting pot dont tu parles. Et c'est vrai que ici, il y a aussi ces différentes communautés. Ouais. Comment ça s'est passé justement pour toi, ton intégration? Ça fait combien de temps que tu es là et comment ça s'est passé au début? Parce que là, maintenant, c'est vrai que tu as plutôt le côté de la femme bien établie avec le cercle d'amis, le cercle professionnel. Ça fait un bout que tu es là. Mais comment ça s'est passé au début, Mélanie? C'est vrai que ça n'a pas été évident. Ouais, ça ne l'est jamais vraiment. Ouais. Je pense que le parcours d'immigrant, il est toujours semé d'embûches. Peu importe où on va, peu importe si on connaît des gens, peu importe si on ne connaît pas de personne. Moi, je suis arrivée avec 2 valises. Je connaissais personne vraiment en ville. Je connaissais quelques personnes comme ici et là. Mes 2 valises à Chinatown avec 2 semaines dans un logement. Donc, j'avais 2 semaines pour trouver un logement permanent, sans travail, sans famille. Ouais. C'était marrant. Et du coup, ça, c'était en 2016. Et moi, ça faisait très longtemps que je voulais venir au Canada. C'est depuis que j'ai 17 ans. Ah ouais. Donc, il y a eu plusieurs événements de recrutement où je suis allée, où j'ai écouté les sessions d'information et tout ça. Et ça m'a pris quand même 13 ans pour venir. Ça n'a pas pu se faire avant parce que, voilà, j'avais l'université, j'avais un travail, j'avais des responsabilités familiales. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants avec des parents qui sont séparés. Donc, on endosse quand même de grosses responsabilités quand on est dans ce rôle-là. Et du coup, quand je suis venue, j'avais tout à faire devant moi. Et j'ai fêté mon 30e anniversaire ici. C'était vraiment un renouveau pour moi. Et en fait, quand tu recommences, tu recommences de zéro. Ouais. Tu vois, et même si tu es francophone, tu es bilingue, tu as les expériences, tu as les diplômes. Moi, mes diplômes, ils sont d'Angleterre. Faut quand même recommencer. Et on en parlait justement parce que la semaine dernière, vu que je suis boursière d'un programme organisé par les universités anglaises, on en parlait avec la représentante ça s'appelle le British High Commission. Donc, c'est comme l'équivalent de l'ambassade anglaise ici. Et on lui parlait justement que même si on a des diplômes et qu'on est à un niveau universitaire avec des diplômes anglais, c'est pas forcément reconnu ici parce que nous, on vient de l'étranger. Ouais, c'est ça. Donc, il faut se réadapter. Et du coup, quand je te disais que recommencer au bas de l'échelle, pour moi, ça m'a quand même pris 1 an pour trouver un travail dans mon domaine, en communication. Et j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait le centre d'appel dans la banque. Moi, j'ai fait ça aussi. Donc, voilà. Parce que c'est ce qu'on donne aux francophones. C'est ce qu'on donne aux francophones quand on voit qu'ils ont des diplômes mais qu'on leur fait pas assez confiance. Exactement. Et qu'on se dit que les Canadiens, on va leur donner des meilleurs
travail Voilà. et que vous êtes immigré, vous avez voulu venir. Donc, si vous avez voulu venir, vous prenez ce qu'il y a, vous payez vos factures et puis le temps que vous fassiez votre réseau et tout ça, vous rebondirez plus tard. Ouais. Moi, ça m'a pris 1 an et demi la banque et après, j'ai rebondi dans un autre truc qui était tout aussi pourri. Retrouver un travail dans mon industrie, donc le journalisme et tout ça. Moi, ça m'a pris un bon 4 ans. Ouais, c'est long, hein. Mais en fait, moi, j'ai de la chance quand même, c'est que j'ai eu des contrats. Et j'ai eu des contrats dans pas des grandes entreprises, mais des agences gouvernementales. Et du coup, ça, sur ton résumé, c'est quand même reconnu. Mais j'étais pas au même niveau. Quand j'ai quitté Maurice, j'avais mon entreprise depuis 6 ans. Avec qui j'ai eu des clients, que ce soit à Maurice ou en Angleterre. J'étais reconnue, j'avais un réseau international. Et quand je suis venue ici, ça change. Ouais. Voilà, tu recommences. Et c'est contrat sur contrat. Mais moi, ça m'a aussi permis de me réinventer. Et du coup, de faire les choses qui me passionnent, comme faire du cinéma, faire du théâtre, reprendre l'écriture, recommencer le parcours de l'entrepreneuriat, chercher c'est quoi le client qui va me convenir, tu vois. Et donc aussi créer le club social pour les femmes, là, juste après la pandémie. Donc tout ça, pour moi, c'est comme, quelque part, c'est une chance, parce que ça te permet de pouvoir te réinventer en tant que personne et d'aller explorer les choses que tu n'as pas forcément faites avant. Donc, moi, ça m'a donné cette chance-là. J'ai été, par rapport au cinéma, j'ai fait des séries comme Handmaid's Tale, tu vois, et de voir les grosses caméras, les grosses productions. J'aurais jamais eu l'occasion de faire ça ailleurs. Ouais. Donc, c'est une chance, tu vois, de pouvoir côtoyer des célébrités, tout ça. En plus, moi, je me suis dit, à côté, je vais commencer mon blog. J'avais un blog culturel sur les événements de Toronto. Donc, on a commencé, on a couvert un des plus gros festivals de Toronto qui est Manifesto. On était en backstage. Genre, qui fait ça, tu vois? On avait la chance, on avait beaucoup de chance. Et pareil, pendant que j'étais en contrat et que le contrat s'est terminé, j'ai eu la chance de commencer à créer mes propres événements. Donc, mon premier événement, c'était une projection de film, et une projection de film autochtone, et de pouvoir faire, comme toi là, une entrevue avec quelqu'un qui est productrice, réalisatrice, qui est hyper connue, comme Jennifer Podemski, son équipe à elle, actrice et autres réalisateurs, producteurs, et d'avoir, genre, salle comble. Ouais, ça fait plaisir. Tu dis, ça y est, je rebondis enfin. Voilà, c'est gros. En sachant que tu es toujours en train de chercher du travail. Et de l'autre côté, tu as des choses comme ça qui se passent et tu es tellement contente parce que tu sais que ce que tu fais, c'est important. Et que c'est qualitatif aussi. C'est important de se rappeler ça. Exactement. Et aussi, pour moi, c'est dans ce que je peux contribuer à ma communauté ici à Toronto. Parce que pour moi, l'éducation, tout ce qui est éducation pour essayer de comprendre mieux, de mieux connaître la culture autochtone pour moi, qui est la première culture du Canada, c'est tellement important. Donc, de pouvoir redonner ça à la communauté autochtone, c'était énorme. Parce qu'on a fait une levée de fonds et on était à $4,000 ce jour-là. C'est pas rien. Ouais, non, c'est vrai que c'est important. Donc, voilà. C'est quoi les défis principaux, là, de tout ce que tu racontes, si tu devais dire les principaux défis auxquels tu as, toi, été confronté en venant ici, ce serait quoi? Est-ce que ce serait plutôt des défis d'ordre personnel, professionnel? Ce serait quoi, en fait? En fait, c'est une combinaison de tout, ok? Personnellement, il faut être vraiment... Je dis ça et en même temps, je me questionne. Il faut avoir de vraies assises dans la confiance en soi, l'estime de soi, pour ne pas se questionner face au grand vide. C'est-à-dire que quand il n'y a rien, est-ce que je suis quelqu'un qui a toujours le même poids dans la vie? Ouais. Tu vois, quand Mélanie n'a pas de travail de 9 à 5, est-ce qu'elle est toujours Mélanie? Tu vois? Et la réponse, c'est quoi? Et la réponse est oui. Oui. La réponse est oui, mais il faut être d'accord d'avoir toutes ces identités qui sont en soi
et d'avoir une assise vraiment solide pour se dire, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais, tu vois. Et moi encore, ça va faire être émotionnel, mais j'ai toujours ce mantra de dire, j'ai une vision et ça va se... Tu projettes beaucoup. Voilà, je projette. J'ai une vision et ça va arriver, tu vois. Et cette ville, c'est ma ville. Ça, c'était mon mantra. Ouais. Cette ville, c'est ma ville. Oui, tu te sens pas comme un cheveu sur la soupe. T'es là. Jamais, jamais. Même en tant que personne francophone qui vient d'une région sud, qui est quand même différente d'une région de l'hémisphère nord, je me sens pas plus inférieure que quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, c'est une assise tellement solide que je me dis, j'ai des choses à apporter, je peux contribuer de telle ou telle façon, et voilà. Et est-ce que tu penses que c'est des défis qui sont propres aux francophones de manière générale? Parce que c'est vrai que les francophones, on va pas se cacher, hein, le problème numéro 1, en général, le défi principal, c'est la langue. Parce qu'on apprend la langue dans notre pays d'origine. Maurice, vous êtes quand même plutôt bien loti parce que c'est vrai que c'est multiculturel, mais aussi multilangage. Ouais. Donc, du coup, vous êtes vraiment, en général, bien armé côté anglophone. Tu vois, tu as même fait tes études en Angleterre parce que tu avais le niveau. Moi, quand je compare ça à la France, nous, on a un niveau d'anglais, de mon temps, moi j'ai une trentaine d'années, à l'école, c'était pas foufou, le niveau. Hein. Tous les ans, tu avais l'impression de repasser par les couleurs, les jours de la semaine et tout. Tu te dis à un moment donné, ça va, non, on va peut-être passer à d'autres trucs. Mais toi, si tu devais, selon toi, dire quels sont les défis principaux auxquels les francophones ils sont confrontés en arrivant dans une ville comme Toronto, ce serait quoi, selon toi? Je vais être honnête. On ne va pas se cacher qu'il y a quand même des discriminations, et des discriminations raciales. C'est important de le souligner. Je suis contente que tu le fasses parce que c'est vrai qu'en général, on édulcore un petit peu le truc en disant que c'est une terre d'immigration, que tout le monde est le bienvenu, qu'on est tous main dans la main. Pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Donc, je ne dirais pas que c'est des défis juste associés à des francophones. Ça pourrait être des défis qui sont associés aux immigrés en général. Et surtout, on ajoute d'autres couches. On a la charge raciale, on a la charge d'être une femme aussi. Parce qu'en étant une femme, on est toujours en train de se mettre en position, même au niveau des applications de travail. On va se dire, mais si je n'ai pas 40%, peut-être que je ne vais pas appliquer, je n'aurai pas le job. Alors que il faut se mettre dans une mentalité où je vais appliquer quand même. Et si j'ai l'entrevue, c'est là où je vais leur montrer que les 60%, je vais les gagner en 2-3 semaines, tu vois. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Et moi, je pense que déjà, il ne faut pas se mettre en victime. Ce n'est pas pour ça que je rappelle qu'il y ait des discriminations, mais c'est juste pour dire qu'il y a des mentalités différentes. Et donc, quand on a les mentalités différentes, il faut se mettre en position de se dire comment je peux aller un peu plus vers l'autre et que l'autre me comprenne aussi. Moi, je fais toujours ça. Je fais beaucoup de séances de coaching pour les gens qui sont nouveaux arrivants, immigrés pour trouver du travail. Et je leur dis que le Canada, c'est une terre de spécialistes. Et que quand vous venez de quelque part d'autre et que vous êtes généraliste et que vous dites « je peux tout faire », eh bien, ça ne va pas marcher pour vous. Parce que le Canada recherche des spécialistes. Et je donne cet exemple de dire, est-ce que vous savez couper un avocat en dés? OK? Ouais. C'est ça la question qu'on va vous poser en entrevue au Canada. Est-ce que vous savez couper un avocat en dés? Et si vous allez et que vous dites, je sais couper un avocat, je sais couper des oignons, je vais faire une salade d'avocat pour vous, vous n'aurez pas le travail. Parce qu'on vous a demandé, est-ce que vous savez couper l'avocat en dés? Et si vous répondez par contre, je sais couper un avocat en dés, je sais couper un avocat en dés selon tel millimètre et dans tel contexte, avec tel couteau, vous avez le travail. Avec une prime. Exactement. Parce qu'on vous a demandé une question et c'est une question de spécialiste. Donc si vous ajoutez que vous savez faire tellement de choses, c'est eux qui ne peuvent pas vous prendre parce qu'ils sont tellement bouleversés par le fait qu'eux, ils cherchent quelqu'un de spécifique. Et c'est ça le profil. Donc, il faut matcher ce profil. Et donc, c'est ça que j'essaie d'enseigner, c'est d'ouvrir son esprit un peu plus à une différente mentalité.
Nous, à Maurice, on est très direct. Au Canada, il faut pas seulement prendre des gants, il faut vraiment y aller mollo. Ouais, non, mais c'est vrai. Et maintenant, j'essaie de trouver l'harmonie, l'équilibre entre rester moi-même. Ouais, parce que c'est important aussi au final. Et avoir aussi mes limites, tu vois, ne pas me faire écraser au travail. Et en même temps, être assez empathique pour rejoindre l'autre là où il est. Parce qu'il n'est pas au même endroit que moi. Moi, j'ai peut-être avancé de 2 pas et lui, il est encore derrière. Donc, comment est-ce que je peux rejoindre l'autre sans que ça devienne trop chargé pour moi non plus? Parce que je n'ai pas envie d'avoir une charge mentale supplémentaire. Voilà. Ouais. Parce que moi, je viens de Maurice, on est dans le perfectionnisme, on est dans la compétition. Et du coup, nous, on court. Parce qu'il y a 10 000 personnes d'autres qui sont en ligne avec nous. Et du coup, je vais être perfectionniste, mais ça va aller jusqu'au surménage. Ouais. Donc, comment est-ce que moi, j'essaie de... balancer tout ça. Voilà, d'équilibrer, d'harmoniser ça. Et en même temps, de rejoindre l'autre là où il est. Voilà. Est-ce que quand tu es arrivé ici, on t'a parlé d'organismes francophones principalement pour pouvoir t'aider, des mains tendues, tu vois? Par exemple, je cite souvent le centre francophone parce que c'est vrai que c'est une aide hyper importante et puis sur pas mal de niveaux. Tu vois, que ce soit l'emploi, que ce soit la recherche de maison, tu vois, il y a plein de trucs, le domaine de la santé aussi. Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu avais ce bagage justement de connaissances sur tous les différents organismes où ça t'a pris du temps pour justement tous les identifier? Justement, tu parlais de quelque chose qui pourrait être un défi pour les francophones. Je trouve que le manque d'information, c'est un défi, d'aller chercher l'information. Heureusement pour moi, je suis dans la communication, je sais où chercher, comment organiser mes recherches. Et je n'avais pas toutes les informations, mais j'avais des réseaux. Je savais où aller trouver l'information. Par exemple, il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Buns à l'époque, qui a changé de nom, qui est Pals maintenant, qui était vraiment prolifique en termes d'information. Et à travers ça, parce que moi, je ne suis pas nécessairement allée chercher les réseaux francophones, parce que je suis trilingue, je parle anglais, français vraiment au même niveau, même façon, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était, OK, je peux aller chercher des réseaux francophones comme des réseaux anglophones, et je suis allée dans les réseaux anglophones en premier. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'était plus au niveau éducatif. Ça ne matchait pas mon niveau éducatif. J'ai un master et du coup, les emplois qui m'étaient offerts, c'était en bas, en deçà de ce qu'étaient mes qualifications. Et du coup, cette incohérence au niveau du matching, ce n'était pas aligné du tout. Et du coup, pour moi, je ne pouvais pas être là-bas. Après, quelques années après, je suis allée à la SEO. Et la SEO, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'il t'ouvrait les voies. Tu vois? La SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle, c'est la Société économique de l'Ontario. Voilà. Et la SEO, ce n'est pas non seulement trouver de l'emploi, mais aussi, si tu es entrepreneur... trouver des stratégies, mettre en place les choses. Voilà. Et si tu ne trouves pas d'emploi, comment est-ce que tu peux faire ta propre entreprise? Comment est-ce que tu peux regarder... essayer de trouver des solutions, en fait. Donc, pour moi, ça, c'était intéressant parce que ça me donnait une ouverture sur d'autres possibilités professionnelles. Et je peux peut-être donner une salutation ici à Charlotte, qui d'ailleurs, avec qui on est copines. Elle m'a hébergée à Ottawa il y a quelques semaines. Elle travaillait à la SEO et elle a regardé mon résumé pour dire, même en anglais, comment on peut... mettre en avant des choses. Voilà, on peut remettre en avant, on peut essayer d'utiliser des verbes d'action, essayer de caler au format canadien, même si j'avais un peu aussi reformaté mon CV, mon résumé. Elle m'a quand même aidé à faire ça. Elle a essayé de trouver des personnes, m'a dit, voilà, tu te diriges vers cette personne, pour l'entrepreneuriat, cette personne. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin. C'est l'information et des personnes qui sont prêtes à nous aider. Parce que même, je te parlais d'avoir pris 1 an pour trouver un emploi, mais même l'emploi à la banque, je dois saluer encore ma copine ici, qui était directrice de Choc FM, d'ailleurs, Zara Hacha, qui, elle, m'avait trouvé la personne pour le premier emploi à la banque. Donc, si on n'a pas de réseau, on est vraiment démunis.
Ouais, Et si on n'a pas l'information, ben on marche comme si on ne savait pas où on allait. Un peu à l'aveugle. Voilà. Ouais. Il y a un truc aussi hyper important, je trouve, dans les communautés francophones, c'est que quand, par exemple, tu vas marcher dans la rue et que tu es avec tes amis et que tu vas parler en français avec eux, s'il y a quelqu'un qui vous interrompt, il va dire « Ah, vous parlez français? Tu viens du Québec? Non? Ah, tu viens de France. » Ok. Dans la tête des gens, c'est souvent deux options. C'est-à-dire que soit tu viens de France, métropole, ou, et j'insiste sur métropole parce que mes amis de la Guadeloupe et de la Martinique sont français autant que moi, mais on les considère comme caribéens et pas français, alors qu'en soi, c'est juste une île qui est détachée de la France, mais en soi, c'est la même chose, tu vois. Mais souvent, on a ce truc de t'es québécois ou tu viens de France, métropole, et je leur insiste un peu. Alors que la francophonie, c'est tellement plus que ça, et je le dis tout le temps, mais si on était tous autour d'une table et qu'on parlait en anglais, eh ben, ce serait difficile pour quelqu'un de pointer qui parle français également, parce que toi et moi, on parle le français, mais on n'a pas le même visage. Et on peut être avec d'autres gens qui n'auront encore pas notre visage, mais on va parler la même langue. Et je me demandais justement à quel point pour toi c'était important de rappeler aux gens que le français, ça ne s'arrête pas juste aux frontières du Québec et à la métropole, et principalement à Paris, parce qu'à chaque fois, en général, les gens disent « Oh, Paris, I love Paris ». Ouais, mais moi, je ne suis pas une tour Eiffel ni une baguette. Donc, en fait, tu vois, il y a autre chose. Et je me demandais ce que tu pensais de ça. Moi, déjà, quand je ramène ça à moi, c'est vraiment de se dire que même moi, en tant que Mauricienne, mon identité, elle est plurielle. Ouais. Tu vois? Donc, de faire la transition entre l'île Maurice où j'ai vécu et l'Angleterre où j'ai étudié, où j'ai vécu aussi, et de venir au Canada, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Déjà, il fallait que je coche une case. Il fallait que je dise, je m'identifie comme quoi. Ouais. Et ici, je suis noire, africaine, francophone, bilingue, et je ressemble pas forcément au type de personnes qu'on voit tous les jours, tu vois. Parce que même un Mauricien, il y a tellement de visages mauriciens. Ouais. Tu vois, il y a des Sino-Mauriciens, des Indo-Mauriciens, des Mauriciens qui ont des ancêtres asiatiques, qui ont été d'origine africaine et tout ça. Donc, il y a tout ce melting pot-là en moi, et d'accepter ces identités plurielles, pour moi, ça, c'est la base. Ouais. Tu vois? Et quand les gens me disent « Ah, tu parles français, t'es pas du Québec ou de France », je suis comme « Mais il y a d'autres endroits où on parle français dans le monde. » Bah ouais. Et malheureusement, si vous ne savez pas, aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre un avion, d'aller en vacances n'importe où et d'aller chercher. Ou alors de juste checker ton ami Google. Voilà. Ou soit Google, mais de prendre un avion, je trouve que c'est un peu plus d'être collé à la culture. Voilà, en immersion, tu vois. Ouais. Et de pouvoir aller faire la compréhension en live, tu vois. Et de voir de visu aussi, parce que est-ce que tu me crois quand je te dis que, en tant que Mauricienne, il y a tellement de visages? Ouais, c'est vrai. Donc, il faut que tu y ailles, il faut que tu vois d'autres Mauriciens. Et souvent, moi, j'ai l'expérience que, t'es la première Mauricienne que je rencontre. Je dis, mais ça, c'est parce que tu t'es pas rendu compte qu'il y avait d'autres Mauriciens. Ouais. Que et tu t'es pas posé la question. Voilà. Ouais. Si tu cherchais bien, tu aurais vu qu'il y ait d'autres Mauriciens. Donc, c'est cette identité plurielle. Je pense que c'est une acceptation de soi et une acceptation de l'autre. Quand je vois quelqu'un qui est canadien, je me dis pas que il a que ça. Il a d'autres identités aussi. Donc, moi, je suis dans l'ouverture, dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et c'est cette identité plurielle qui me représente que je veux que les gens voient aussi. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. C'est pas ma copine pour rien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue, Mélanie. Ça va être un peu différent. Ça va être plus au tac au tac. Ouais. Je vais te poser une question. Il faut que tu me dises la première chose qui te passe par la tête. Okay. C'est tout par rapport à Maurice. Donc vraiment, normalement, c'est assez facile. Si je te dis, quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue de Maurice, ce serait qui selon toi? Oh my God. on a un cinéma qui est assez limité. My God. Ou ça peut être un Mauricien qui a fait carrière autre part, hein, mais qui est connu et qui est Mauricien. On a Mislaine Duval, qui fait du théâtre, qui est actuellement au Québec. Ah, ok. Qui est toujours directrice d'une des plus grosses troupes mauriciennes qui s'appelle Comico. Et donc, Mislaine Duval, elle a fait
plusieurs comme ça spectacles. Et elle en fait maintenant au Canada, à travers le Canada, à Toronto, à Montréal et tout. Et donc maintenant, elle est basée au Québec. Et elle fait comme ça d'autres Mauriciens venir. Et voilà. Si maintenant on passe du côté musique, si je te dis chanteur ou chanteuse la plus connue de Maurice. Plus connue, je pense qu'il y a plusieurs personnes, mais moi je voudrais rappeler Michel Legris. C'est un ségatier. Donc le ségat, c'est la musique traditionnelle mauricienne. Donc c'est une danse, mais aussi avec des instruments. Il y a un tambour, la ravane. C'est un style musical en tant que tel, ouais. C'est un genre musical, voilà. Et du coup, Michel Legris, sa chanson Capitaine a été reprise par le chanteur nigérien Ashake, que j'ai vu il y a quelques mois à Toronto. Et cette chanson a été reprise par un autre chanteur qui s'appelle Jason Ira. Et c'est la chanson Yoga. Donc, de savoir que l'île Maurice a été samplée sur un titre nigérien qui fait monde après, voilà, qui est maintenant international et qui va partout. Et de me dire, voilà, c'est notre musique. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un que moi, j'ai connu personnellement parce que mes grands-parents habitaient dans la même région que lui et que ses enfants étaient nos voisins. Donc, moi, je les ai côtoyés, tu vois. Donc ça ajoute un petit peu. Oui, et en plus, c'est quelqu'un qui a tellement fait... Enfin, il est décédé, mais il a tellement fait parce qu'il avait sa propre entreprise de fabrication du tambour traditionnel. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a tellement fait pour la culture, pour l'héritage du séga mauricien. Donc, pour moi, ça, c'est tellement grand qu'il puisse avoir cette reconnaissance internationale maintenant, avec cette musique samplée. Et le titre, peut-être que tu peux le mettre après, ça s'appelle Capitaine. Ok, je regarderai, ça serait cool. Mot Capitaine. Un film culte, si tu devais dire un film culte mauricien, ou alors qui a grandement impacté la culture à Maurice. Un film culte... C'est une série plutôt. Ouais. Ça s'appelle Voisin, voisine. Ok. Et la phrase phare, c'était « Mon voisine se baissait ». Et c'était une série, en fait, qui représentait les Mauriciens dans leur vie de tous les jours. Un genre de Desperate Housewives, mais à la sauce mauricienne. Un sitcom, voilà. Ouais. C'était un sitcom mauricien et tout le monde regardait. Et c'était vraiment voisin-voisine, c'est-à-dire qu'il y avait des histoires amoureuses entre les voisins et les voisines. Mais aussi, tu vois, genre, la phrase phare de « Mon voisine s'obéissère », c'était genre, tu sais que dans la culture mauricienne, il y a beaucoup de palabres. Donc, quand tu vas chez la coiffeuse, on va te dire « Mon voisine s'obéissère a fait telle chose ». Et tu es au courant de tout ce qui se passe, en fait. Le gossip, comme on dit en anglais. C'est, voilà, le gossip, voilà. Ok, j'adore. C'est quoi, on va parler cuisine, parce que je sais que toi, t'aimes bien manger comme moi. C'est quoi le plat typique? Alors, je sais qu'il y en a toujours plein et c'est super dur de dire un seul. Mais s'il y en a un, entre guillemets, qui sort un peu du lot, ce serait quoi comme plat typique mauricien? Moi, je pense que mon plat préféré, c'est un plat super typique parce que c'est un plat qui vient de génération d'ailleurs. Et ça s'appelle la rougaille. La rougaille saucisse. Il y a la rougaille saucisse à La Réunion, mais à Maurice, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la rougaille chevrette La Rivière. Ok, spécifique. Donc, c'est comme une petite crevette, mais qui vient d'eau douce. Ok. Et du coup, c'est très, très, très minuscule. Et en fait, il y a des gens en ville, dans la capitale, qui vont vendre cette petite chevrette. Et toi, tu feras la sauce à la sauce tomate, aux oignons, avec de l'ail et tout. Et après, tu vas transposer ça dedans. Et moi, je suis vraiment, genre... J'en ai pas mangé depuis longtemps et maintenant, l'envie me prend. Mais la rougaille chevrette La Rivière, c'est quelque chose. Okay. Si t'as la chevrette fraîche là, ouh. Mais c'est marrant, t'as bien fait d'expliquer que la chevrette c'était une crevette. Parce que dans ma tête, c'est de la viande de chèvre. Donc je m'étais dit, du coup, ça existe et tout, ça peut être cool. Moi, je suis ouverte à plein de trucs. Donc Non, il y a la viande de chèvre aussi, mais on appelle ça chèvre. Okay. Mais la chevrette, c'est une petite crevette. Et celle-ci, particulièrement, elle vient de la rivière. C'est donc de l'eau douce au lieu de l'eau salée. Ok. Voilà. Et si on parle boisson, un truc hyper populaire à boire? Esqui. C'est quoi ça? C'est la boisson gazeuse mauricienne.
Ok. Et du coup, il y a plusieurs couleurs. Plusieurs saveurs aussi. Plusieurs saveurs, voilà. Après, moi, j'aime aussi le Fanta Passion, parce que je le trouve qu'à Maurice. Ouais, c'est vrai que le Fanta, ils ont des goûts différents en fonction de leur Exactement. géolocalisation. Ouais. Mais Esquis, c'est vraiment une marque locale, comparée Ok. à Fanta qui est internationale. Donc, ouais, le Esquis, t'as le Esquis vert, le Esquis blanc, voilà. Mais Fanta Passion, je suis allée à Maurice l'année dernière et j'étais très gâtée. Et mon père avait une grosse bouteille de Fanta Passion. Juste pour toi. Juste pour moi, il m'a dit, tu bois tout ce que tu as besoin de boire avant d'aller à l'aéroport. Jusqu'à te dégoûter jusqu'au prochain voyage. Non, je serais jamais... Impossible de me dégoûter du Fanta Passion. C'est Fanta au fruit de la passion. Ouais. Ouais, C'est trop vrai bon. qu'ils font des goûts différents en fonction d'où t'es. Trop Ouais. bon. Mélanie, si je te dis, écoute, j'ai pris des billets, je pars à l'île Maurice, mais je sais pas trop ce que je dois absolument visiter ou des trucs qui sont vraiment hyper importants et que t'as peut-être pas justement dans les petits, tu sais, les petits manuels de 5 choses à faire absolument à Maurice, mais souvent des fois c'est des trucs un peu genre trop touristiques ou quoi que ce soit. Si toi tu devais me donner genre un endroit à voir, un truc à faire, donc soit un endroit à voir, soit un truc à faire, qui est hyper typique, qui va vraiment me mettre au sein de la culture mauricienne, vraiment c'est un truc, faut pas le rater, ce serait quoi selon toi? Moi, ce serait vraiment comme un itinéraire que je te donnerais. Ouais. C'est même pas une chose. Ouais. C'est faire toute la région sud. Parce que là, franchement, tu vas être gâté. Ouais. Et franchement, c'est non seulement de voir des beaux paysages, mais d'apprendre aussi sur la culture mauricienne. Donc, tout le sud, je te dirais, déjà, va à Gris-Gris, Maillebourg, il y a le port de Maillebourg. Des fois, il y a des festivals de régates. À Gris-Gris, tu as la roche qui pleure. Tout ce qui est magnifique en termes de paysage, c'est vraiment des vagues qui se heurtent contre la roche et on dirait que la roche, elle pleure. Wow. Tu as aussi la montagne du Morne, qui est la montagne pour nous qui est représentative de tout ce que les ancêtres esclaves ils ont connu Vécu, comme douleur et souffrance parce qu'ils ont préféré se jeter de la montagne du Morne que de repartir, De l'avenir. de redevenir esclave chez les colons. Donc pour moi, c'est comme tellement le concept de libération, d'être vraiment... Genre de choisir la mort au lieu de repartir, c'est tellement sacré. Et cette montagne a été justement célébrée comme héritage patrimoine de l'UNESCO. Ok. Donc c'est encore plus important. Et après, il y a Chamarel, il y a la terre des 7 couleurs que tu peux visiter, c'est sud-ouest. Et du coup, tu vas voir que Maurice, c'est différentes couleurs de terre aussi à Chamarel. Et finalement, finir avec du rhum, Ouais. très traditionnel à Maurice. Donc, il y a la rhumerie de Chamarel que tu peux aller goûter. Et il y a aussi de la nourriture, bien sûr. Il y aura de la nourriture typique de Maurice, des currys, du riz blanc, des châtaigniers et tout ça. Et donc, ça, pour moi, ça c'est... De faire l'itinéraire du Sud, c'est vraiment comme un cadeau. C'est Ok, c'est écoute, fantastique. j'ai pas encore prévu une mon voyage, découverte. mais tu m'as bien donné envie. Ah oui, ah oui. Et en plus, n'hésitez pas, hein, si jamais vous cherchez d'autres choses à faire à Maurice, contactez-moi. Ouais, grave. Si je te disais le sport le plus connu, le plus populaire à l'île Maurice, ce serait quoi? Le foot. Ouais, le foot. Hein. Comme dans plein d'endroits, je pense. Ouais, nous on suit la Ligue espagnole, la Ligue anglaise, la Ligue française. Et on se bagarre. On se bagarre. Donc, wow. Ce serait quoi une expression ultra typique de si tu l'entends ici dans la rue, tu te retournes, tu te dis ah, vient de l'île Maurice. Marinissa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tellement bien. Ah ouais? Ouais. Ah, ok, Marinissa. Marinissa. Ok, j'adore. Et cette question, je la pose toujours en donnant une petite explication parce que sinon, elle peut être connotée un peu négative alors que c'est pas l'ambiance de l'entrevue. C'est quoi les stéréotypes sur l'île Maurice? Alors, je compare toujours à moi et les gens de Paris. Tu vois, les gens à Paris, le stéréotype négatif, ça va être que ils font toujours la gueule, les Parisiens, et ils sont pas très polis.
Mais le côté positif de ce cliché, c'est que c'est toujours des gens hyper fashion, toujours bien habillés, et toujours assez festifs, assez, comme tu disais, direct, tu vois. Si tu penses au peuple mauricien, tu penses à quoi comme stéréotype, que ce soit positif ou négatif? Négatif. Vas-y, négatif. Le retard. On a le Mauritian Time, Ouais, je qui comprends. est de 30 minutes de délai. Et je suis totalement représentative de ça. Mais il y a d'autres Mauriciens qui sont hyper à l'heure. Ok. J'ai beaucoup de copines. D'ailleurs, j'ai des copines mauriciennes qui m'ont dit, toi, tu peux pas être en retard avec nous. Et j'ai des copines françaises aussi qui me rappellent à l'ordre. Donc, j'essaie de travailler dessus. Donc, oui, le retard. Ok. Le Mauritian Time. Mauritian Time. Yes. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et l'île Maurice? Ben, ça dépend où vous allez, mais en général, puisqu'on doit tous passer par l'Europe, Ouais. donc c'est soit 6 heures, soit 7 heures de vol. Jusqu'à l'Europe déjà, ouais. Une destination en Europe. Et après, ça va être soit 12 ou 13, ou dépendant des transits, un peu plus. Mais on va dire en général, c'est 6 plus 13. Et c'est quoi la capitale de l'île Maurice? Port-Louis. Ok. Et il y a combien d'heures de décalage entre Toronto et Port-Louis? Dépendant de l'été ou de l'hiver, c'est 8 ou 7 ou 8 ou 9. 8 ou 7, voilà. 8 ou 7, ouais. 8 ou 7. Donc au final, avec la France, entre Maurice et la France, pourtant c'est hyper loin, mais il n'y a que 2 heures d'écart à peu près, 1 ou 2 heures. Parce que Toronto-Paris, c'est 6 heures déjà. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, en fait, j'ai la chance d'avoir un iPhone où je regarde Les horaires. toutes les horaires du monde entier. Et en ce moment, il est 9h54 à Du Port-Louis, du soir. Ok. À Londres, il est 6h54. Ouais. À Bruxelles, il est 7h54. Ouais. Et ici, il est quasiment 14 heures. Même heure qu'à Paris. Ouais. Et ici, il est 1h54. Ouais, c'est Voilà. ça. Est-ce qu'il y a des dialectes qui sont spécifiques à l'île Maurice? On a le créole mauricien. Et puis, à côté, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a plusieurs îles qui aussi appartiennent à Maurice. Donc, par exemple, la communauté chagossienne va avoir un créole qui est similaire, mais qui a aussi ses Qui est particularités. propre à leur Voilà. culture. La communauté Rodriguez, qui est aussi une île qui est proche de Maurice et qui forme partie de la grande communauté mauricienne, a aussi son créole rodriguais, donc c'est assez différent. Et moi, je trouve que ça enrichit tellement notre culture. Voilà. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Moi, je trouve que c'est cool aussi d'avoir... tu vois, c'est comme le français et la francophonie. Le français des gens qui habitent en France, le français de nos amis belges, le français de nos amis du Cameroun, il est différent, mais il apporte. Et il y a des expressions qu'on va retirer, qu'on va garder, et puis indépendamment de nos amis, tu vois. Moi, j'ai pas mal d'amis qui viennent d'Afrique aussi, ou du Liban, ou quoi. Ils ont tous leur petite singularité avec le français, et je trouve que c'est cool. Donc, je te rejoins sur le côté... plus il y a de dialectes, plus ça enrichit une langue, Bien en fait. sûr. Ouais. Et j'avais fait une émission justement par rapport à la journée de la francophonie où ils disaient des expressions françaises de différents pays. Et j'ai tellement appris parce qu'on nous a fait un petit quiz à la fin. Et moi, je disais une expression mauricienne et j'apprenais une expression congolaise, par exemple, tu vois. Donc, moi, ça m'a tellement enrichi. Mais aussi pour nous-mêmes en tant que personnes, ça nous permet d'apprendre tellement. Je te parlais du club social que j'ai fondé, Ladies Foodies Club. Le mois dernier, on est allé manger dans un resto guadeloupéen à Toronto. Rico Boquito. Et du coup, le Boukit, c'était pour célébrer le fait que le Boukit était rentré dans les dictionnaires français. Ok. Et que ça existe, mais c'était pas dans le dictionnaire français avant. Donc pour moi, ça enrichit la langue culture encore aussi, plus. Ouais. Et les Caribéens sont en France depuis tellement d'années. Ils sont français d'ailleurs. Donc pour moi, c'est comme comment ça s'est pas fait avant. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc et comment les gens ils ont fait pour survivre sans qu'il y ait le mot bouquet dans le dictionnaire. Tu vois? Mais déjà ça c'est c'était tellement enrichissant au niveau culturel. C'est tellement important, tu vois. Donc, pour moi, ça, c'est waouh. Et même ici, genre, j'ai eu l'occasion d'aller à la messe dans une église
qui avait la messe africaine à midi avec une communauté congolaise. Donc, non seulement j'ai la chance d'y aller, de rencontrer des gens, mais j'apprends à chanter en français, en anglais, en swahili, en lingala. Et il y a un mix de toutes les langues. Donc, c'est tellement enrichissant. Ouais, non, ça c'est vrai. Et puis c'est une chance aussi qu'on a à Toronto, c'est que même en faisant partie, entre guillemets, de la minorité francophone, bah, ça ouvre 1 milliard de portes quand même, en fait. Tout à l'heure, on parlait de Sega, tu parlais du chanteur qui avait amené toute cette culture avec cette chanson qui a fait le tour du monde parce qu'elle avait été reprise. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle au-delà du Sega ou c'est vraiment le gros truc à Maurice? Non, la danse traditionnelle, c'est le Sega. Après, on a d'autres danses qui sont dans différentes communautés différentes. Donc, tu as des danses indiennes, tu as des danses chinoises, tu vas avoir tout ça. Mais le Sega, c'est vraiment le truc qui rassemble les Mauriciens. Et je pense que tout le monde adore le Sega, tout le monde aime le Sega. Et si les gens n'aiment pas, venez me parler, je vais vous faire écouter, vous allez aimer. Parce que c'est tellement... tu as du Sega moderne où tu as plus d'instruments comme la guitare électrique et tout ça. Et puis, tu as aussi le Sega d'antan où c'est que les instruments, la ravane, la maravane, c'est un truc que tu secoues, le triangle et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a un habit traditionnel à Maurice? Parce que moi, j'ai déjà vu des spectacles qui s'étaient passés même à Harbourg-Front. Je pense que tu faisais partie de ce spectacle. Et je me rappelle te voir avec une genre de jupe un peu large et un petit haut assez court, mais on voit pas forcément trop le ventre parce que la jupe monte assez haut. Ouais. Et puis, comme une coiffe aussi, enfin, je veux dire, un genre de foulard sur la tête. Non, nous, c'est plus une fleur dans les cheveux. Une fleur dans les cheveux, le Sega. Et après, c'est vrai, il y a la jupe très, très large parce que il faut... Ça, c'est pour danser le Sega. C'est la tenue traditionnelle, voilà, pour danser le Sega, pour tourner, pour faire les formes, parce que tu vas la secouer, tu vas la tourner, tu vas la passer. La jupe, elle a son importance dans la danse, en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, après le haut, tu peux l'attacher devant, tu peux l'attacher sur le côté. Et habituellement, tu peux voir les gens avec le ventre. À l'air un peu. À l'air, ouais. Mais différentes personnes la portent différemment. Et ça, c'est vraiment une tenue traditionnelle? Ça, c'est la tenue traditionnelle pour danser le Sega. Pour les femmes? Pour les femmes. Et pour les hommes? Et les hommes, c'est une chemise... tu vois le style de chemise hawaïenne? Ouais. Tu as la version chemise Sega avec les fleurs d'hibiscus. OK. Et tu auras plusieurs designs, plusieurs trucs avec un short et un chapeau. Et puis en fonction aussi peut-être de la célébration, les tenues vont peut-être s'adapter. Voilà, les tenues vont s'adapter. Tu as des fois c'est que des jupes blanches. Mais habituellement, c'est la fleur d'hibiscus qui est très symbolique qui va être sur les jupes. Ça va être très coloré, rouge, vert, orange. Et pareil pour la chemise de l'homme avec le chapeau en paille. Parce que nous, le chapeau en paille, c'est traditionnel de Maurice, voilà. Et après, le tambour, comme on en a parlé. Et je trouve que c'est très similaire des cultures afro. Par exemple, en Colombie, ils ont aussi une jupe assez similaire en Guadeloupe, en Martinique, pour danser des danses traditionnelles qui sont basées sur les cultures africaines, créoles aussi. Donc, ça montre que on se rejoint tous quelque part et que c'est originaire d'Afrique, voilà. Et c'est quoi l'hymne national à Maurice? Alors, je ne vais pas te demander de pousser la chansonnette, mais tu peux nous dire un peu le titre et puis de quoi ça parle un petit peu? Oups, je ne sais pas si je connais le titre, ni en anglais, ni en français. Oh my God! Mais c'est Motherland, c'est un truc pour chanter le respect à Maurice, et c'est gloire à toi, l'île Maurice, oh ma chère patrie. On parle de couleurs du drapeau. Justement, c'était ma question bleu, juste après, il ressemble à quoi? Le drapeau est rouge, bleu, jaune et vert. Et du coup, rouge... Ça part du soleil, le bleu c'est pour la mer, le vert c'est les champs de canne,
le jaune, c'est pour le soleil. Le rouge, c'est pour le dur labeur. Ok. Donc, il y a toute cette amalgame de couleurs. Voilà, c'est l'hymne à la mère patrie. Ok. Et avant de se quitter, Mélanie, si tu avais envie de dire 2-3 trucs, que ce soit à la communauté mauricienne ou à la communauté francophone de manière générale ici dans le Grand Toronto, qu'est-ce que tu dirais si tu as carte blanche? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais créer des liens. Essayez de vous faire des communautés, que ce soit au niveau, au sein de la communauté francophone, mais aussi à l'extérieur de la communauté francophone. C'est tellement beau de créer des liens, de se faire des amis, d'avoir des connexions qui sont profondes et qu'on puisse compter l'un sur l'autre. Cette ville a besoin de communautés. Cette ville a besoin de gens qui s'entraident. Cette ville a besoin des gens qui se rallient autour des sujets politiques, des sujets qui sont importants pour nous, comme la question du logement, la question des sans-abri, la question d'éducation. On a besoin que les gens créent des liens, que les gens se rejoignent en communauté et que les gens essayent de faire un peu plus pour cette ville. Parce que Toronto est capable de donner tellement plus, mais seulement si les gens, ils acceptent de... donner aussi d'un côté. Voilà, de contribuer, de faire partie d'une communauté, de vraiment se donner une chance, en fait, d'aller vers l'autre, de connaître l'autre et de faire des connexions profondes. Moi, je suis tellement croyante en la nature humaine d'aller vers l'autre, d'être ouvert vers l'autre, d'accueillir la culture de l'autre. Et c'est pour ça que je suis venue à Toronto. J'aurais pu aller nulle part ailleurs que Toronto, parce que le monde est présent ici. Donc, allez vers l'autre, créez des liens, faites-vous des amis, faites-vous une communauté. Sans la communauté, on se sent tellement isolé, on se sent seul. Et c'est là où il y a des problèmes, que ce soit au niveau des maladies mentales ou le fait d'être isolé même. Ouais. Donc, il y a toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Mais il faut en parler. Il faut essayer d'avoir des gens à qui on peut se sentir confortable d'en parler. Parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Moi, j'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me font la conversation, les chauffeurs Uber qui me font la conversation, des gens qui me disent « Oh, ta robe est jolie » dans les ascenseurs. Essayez d'aller vers l'autre. Ouais, créer du lien. Voilà, ça coûte pas beaucoup. Ouais. Ça coûte peut-être un petit sens de l'observation. Par exemple, il y avait une autre dame à côté de moi. On était assises dans les transports et il y avait une fille qui pleurait. On la regarde, on dit « ça va aller » et on était toutes les deux à chercher des mouchoirs, tu vois. On peut pas résoudre son problème à sa place. Mais le mouchoir, ça va peut-être l'aider sur le moment. Et puis elle va se sentir un peu moins seule aussi. Voilà, elle va se sentir un peu moins seule. Et j'avais vu que son prénom, c'était Ambre. Je lui ai dit, ça va aller, Ambre. Everything's gonna be alright. Les choses vont s'arranger. Sur le moment, on ne sait pas, mais peut-être que ça va faire sa journée. Donc, on ne sait pas, un sourire, créer du lien. Ouais. Voilà, créer du lien, ça ne coûte pas grand-chose et ça va vous changer la vie. Que ce soit la personne qui reçoit ou la personne qui donne. Et bien, c'est sur ces super belles paroles, ces ambiance bienveillante que j'adore, qu'on va se laisser. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir donné de cette bienveillance et de ce côté chaleureux et positif qu'on te connaît si bien. Et puis surtout, merci de nous avoir parlé aussi bien de l'île Maurice. Ça m'a donné très, très envie d'y aller. Donc, un de ces quatre, peut-être que je te poserai des questions pour ma pomme, pour de vrai. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Mélanie, à bientôt. Merci. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.